Allez, je vous le disais en titre, veillée d'armes en Israël, 72 heures après le double assassinat d'abord de Fouad Choker à Beyrouth Sud au Liban, un top leader du Hezbollah, et puis d'Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas. Ça s'est passé à Téhéran, en Iran. L'État hébreu se prépare à la riposte de la République islamique et de ses mandataires dans la région. On parle de proxy. Je vais vous présenter notre plateau pour en débattre avec nous. J'accueille pardonnez-moi, Manaz Shirali. Vous êtes sociologue et politologue, spécialiste de l'Iran, auteur de Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bayonnais. Merci à vous de nous rejoindre. On accueille également Louis Duclos. Vous êtes analyste géopolitique. Bonjour à vous. Et puis on accueille le général Chauvency, qui est le consultant géopolitique de LCI. Alors à quoi faut-il s'attendre? À un châtiment sévère, hein, c'est ce qu'a promis l'ayatollah Khamenei, le guide suprême iranien. Les Iraniens auraient l'intention de frapper assez massivement et en utilisant leurs proxys, c'est-à-dire leurs mandataires dans la région. Vous voyez, les États-Unis vont envoyer des croiseurs et des contre-torpilleurs supplémentaires porteurs de missiles balistiques de défense, déploiement d'un escadron supplémentaire d'avions de combat. Vous pensez que c'est de nature, Louis Duclos, tout ça a dissuadé véritablement, définitivement l'Iran de passer à l'action dans la riposte qu'elle prévoit ou qu'elle menace d'entreprendre? Oui, bien sûr. Là, ils sont vraiment en train de montrer qu'ils ont le bâton le plus gros. Les États-Unis, Israël, quand on regarde au niveau des budgets défense des deux pays, entre les États-Unis et l'Iran, là, il n'y a pas photo. Les États-Unis, il me semble que c'est 880 milliards. L'Iran, c'est même pas 20 milliards, je crois. Donc, les États-Unis ont une puissance militaire qui est vraiment démesurée par rapport à l'Iran. Pour autant, l'Iran est vraiment forcé à une réaction parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être frappés ainsi, surtout que la frappe a eu lieu à Téhéran, la capitale. Donc c'est quand même, comme vous l'avez dit, général, c'est un acte de guerre. Donc ils sont obligés d'apporter une réponse. C'est là toute la difficulté de la position iranienne, devoir apporter une réponse tout en restant en dessous du seuil de guerre ouverte, parce qu'une guerre ouverte serait une catastrophe sans précédent pour l'Iran qui ne peut pas tenir Israël et les États-Unis en même temps. Général Chauvency, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on avait vécu les 13 et 14 avril dernier, lorsque l'Iran avait projeté près de 300 drones et des vecteurs sur le territoire israélien, à la formation d'une coalition autour d'Israël? La coalition a été quand même, je dirais, par hasard en quelque sorte. Il n'y a rien qui a été annoncé publiquement. Et puis, quand on a vu les vagues de drones et de missiles arriver sur Israël, passant par des territoires arabes, ne l'oublions pas, comme la Jordanie ou l'Irak, il y a eu une réaction, je dirais, presque instinctive. Voilà. Maintenant, c'est surtout l'idée de comment l'Iran peut frapper avec ses proxys. Il est certain qu'elle peut recommencer l'envoi de drones et de missiles si en 2 mois, 3 mois, elle a réussi à en tirer les enseignements en termes d'efficacité. C'est une réalité. Ensuite, bon, ce sera au moins visible. Moi, je crains beaucoup plus finalement l'action des proxys, Hezbollah et autres combattants islamistes qui peuvent effectivement créer des pertes, pas forcément significatives, mais pertes symboliques en tuant des Israéliens en particulier, parce qu'ils n'ont pas non plus des capacités militaires très élevées. Par contre, comme vous l'avez dit très justement, c'est des capacités de nuisance, c'est une réalité. Donc finalement, il faut d'abord que la riposte soit visuelle, pour qu'on voit qu'effectivement, même si ça n'aboutit pas à 100%, montrer que l'Iran a réagi. Et effectivement, la notion de coordination qu'on a évoquée tout à l'heure permettrait peut-être d'avoir plus d'effets et donc d'essayer d'avoir un effet de saturation sur les capacités de défense d'abord israéliennes, mais d'un autre côté, quand on voit finalement la puissance de feu mise en place par les Américains, en gros, ça fait, pour faire simple, 350 à 400 avions de combat. Quand même, plus toutes les capacités maritimes. Et j'ai oublié tout à l'heure aussi, face au Yémen, vous avez quand même une opération britanno-américaine contre les Houthis. Plus, n'oublions pas les Européens quand même, qui sont aussi présents. Donc, vous avez la capacité militaire qui a été rassemblée par les Occidentaux, montre quand même que l'Iran et ses proxys ont intérêt à limiter avoir un seuil finalement d'escalade qui ne soit pas trop élevé pour ne pas se retrouver complètement réduit à rien. Mais d'autre côté, il faut qu'il fasse quelque chose. Et c'est pour ça que je pense plus pour des actions, je dirais, asymétriques en quelque sorte, c'est-à-dire avoir une action terroriste finalement qui serait peut-être beaucoup plus jeune, plus sans doute des frappes, parce que l'État iranien ne peut pas ne pas frapper. Oui, Duclos, lorsque on a en tête que l'Iran est capable maintenant dans une confrontation directe de viser le territoire israélien, c'est aussi un message qu'il lance à la Jordanie et pourquoi pas à l'Arabie Saoudite, qu'il est tout autant capable de viser puisque ces vecteurs permettent d'atteindre de grandes distances. Vous pensez que, comme ça s'est passé en avril dernier, la Jordanie et l'Arabie Saoudite, sous forme de renseignements, pourraient intégrer une coalition aux côtés d'Israël de manière plus ou moins assumée, mais qui serait assez efficace?
Ça, je pense que c'est un peu difficile. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une convergence d'intérêts un peu jamais vue jusqu'à présent, qui se sentent vraiment menacés, qui sentent qu'ils ne peuvent pas gérer la menace chacun de leur côté. Là, dans ce cas-là, peut-être qu'ils pourraient envisager quelque chose, mais de la part, par exemple, de l'Arabie Saoudite ou de la Jordanie, quand on voit le monde arabe, etc., j'ai du mal à les imaginer se lancer dans une alliance militaire comme ça avec Israël. Louis Duclos, est-ce que en réalité les Iraniens ont vraiment envie d'y aller à cette escalade régionale? Est-ce qu'ils ont intérêt à pousser Israël à riposter de manière encore plus sévère, comme nous le disait Avi Pazner? Est-ce qu'ils ont envie d'y aller? À mon avis, non. Mais ils sont, comme elle l'a dit tout à l'heure, ils sont vraiment au pied du mur, ils n'ont vraiment pas le choix. Ils sont forcés à une réaction pour montrer qu'ils sont forts, pour montrer qu'ils sont capables. C'est vraiment une question de réaction de façade. Ils n'ont pas le choix, ils doivent montrer qu'ils sont capables d'attaquer Israël. La façade, c'est vraiment la preuve de la puissance. Et s'ils ne réagissent pas, ça voudra dire qu'on peut frapper leur capitale sans risquer de riposte. Et dans ce cas-là, ce serait un terrible aveu de faiblesse pour eux. Donc ils sont vraiment, qu'ils le veuillent ou non, ils sont vraiment forcés à une réaction. Je voudrais quand même qu'on revienne sur ces vagues d'arrestations dont on a parlé et dont le New York Times se fait l'écho. Vagues d'arrestations en Iran, en marge de l'assassinat de Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas. On découvre un peu leur profil. Regardez, on a des hauts responsables des services de renseignement, on a des responsables militaires, on a des employés d'une maison d'hôtes. Qu'est-ce que ça vous inspire, Manassir Ali? En fait, je tiens à préciser que depuis l'élimination de Haniyeh, la République islamique, les responsables de la République islamique n'ont pas jugé digne d'expliquer ce qui s'est passé, de venir et donner la moindre explication aux Iraniens. Aujourd'hui, les Iraniens sont vraiment furieux contre la République, contre leurs dirigeants, parce que ces dirigeants, ils ne disent rien sur ce qui s'est passé. Il n'y a que 2 ou 3 journalistes de la télévision nationale qui sont venus pour dire que c'était sa faute, parce qu'il a contacté depuis son téléphone portable. Donc, ils ont incriminé plutôt la victime que donner une explication ou d'accepter la responsabilité des services secrets iraniens. Parce que quand même, ils invitent le chef des terroristes chez eux, ils n'arrivent même pas à protéger ce monsieur. Donc, c'est vraiment une très, très grande faute de la part des dirigeants iraniens et ils ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Et ça, c'est vraiment grave aux yeux des Iraniens déjà. Ouais, ce qui en dit long sur la fragilité en interne peut-être. Allez, il est bientôt 13h31 dans une poignée de secondes. Vous le voyez derrière moi, le drapeau des États-Unis s'affiche. Ce qui veut dire qu'on prend la direction de Washington et de bien d'autres villes dans ce pays, de Los Angeles, de Austin au Texas. Pourquoi pas avec un plateau renouvelé. On va parler de Kamala Harris. Pour elle, les jeux semblent être faits. Il n'y a plus aucun doute. La vice-présidente américaine sera a priori bel et bien la candidate du Parti démocrate. Et je vous le disais, pour en parler avec nous, il y a les indéboulonnables. Le général Chauvency, vous êtes resté là. Rebonjour. Merci à vous de nous apporter vos éclairages. Richard Verly, rebonjour. Présenté tout à l'heure. Rebonjour. On va parler des États-Unis. Louis Duclos, merci de nous avoir rejoints à nouveau. Vous êtes analyste géopolitique. Merci à vous et merci également à Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis. Vous affichez un grand sourire parce que c'est vrai que vous aviez un peu dit il y a quelques semaines déjà, attention, il peut se passer quelque chose autour de cette vice-présidente. Elle peut imprimer quelque chose, elle peut conquérir le cœur des Américains. En tout cas, elle a le vent en poupe dans les sondages, elle occupe le devant de la scène. On l'a vu notamment lors de la libération des 24 otages, de cet échange de prisonniers. Elle est de plus en plus souvent sur le devant de la scène. Écoutez ce que dit le président du Comité national démocrate, Jimmy Harrison. Pour lui, cela ne fait plus aucun doute. Elle sera investie candidate du Parti démocrate. Jean-Éric Bralin, on a l'impression que la fusée Kamala Harris est lancée. Oui, alors en réalité, elle est déjà la candidate du Parti démocrate, puisqu'elle a plus de la moitié des délégués qui ont rejoint son panache, on va le dire ainsi. Mais il faut attendre la fin du vote pour des raisons de préséance, bien entendu. Fin du vote qui va se poursuivre pendant tout le week-end jusqu'à lundi, où elle dira je suis heureuse d'avoir eu certainement les 98% ou 99% de délégués qui ont voté pour moi, voire même 100%, puisque Joe Biden avait libéré ses délégués et qu'ils avaient tous l'air de se jeter comme un seul homme dans cette nouvelle candidature. Il s'est passé quelque chose au Parti démocrate depuis ce retrait de Joe
Joe Biden. On était dans une campagne morose, triste, terne, avec un combat entre deux hommes qui se lançaient des noms d'oiseaux, une violence politique qui, franchement, nous assommait et nous fatiguait. Hein. C'était pas vraiment le genre de campagne qu'on a envie de voir. Alors, imaginez quand on est américain, ça devait être encore plus triste d'avoir ce spectacle. Et depuis, eh bien, il y a une femme qui propose à l'Amérique un nouveau chemin, donc une nouvelle campagne, qui arrête de faire uniquement de l'anti-Trump, mais qui propose des propositions du quotidien pour les femmes d'abord, avec la question de l'avortement qui revient au premier plan, avec le renforcement des droits civiques, et donc on s'adresse aux minorités, avec l'idée d'une justice sociale qui a été son credo pendant toute sa carrière et qui tout d'un coup va pouvoir s'épanouir au niveau national. Et là, ça s'adresse à tous les Américains. Donc il y a quelque chose là qui s'est passé et qui maintenant va faire la campagne avec bien sûr le projet en face, celui de Donald Trump. Donc les deux vont pouvoir s'affronter. Mais c'est un peu Amérique du passé contre Amérique du futur, donc deux sociétés, et les Américains vont pouvoir choisir entre les deux. Gérard Verlier, on a le sentiment, en regardant la manière dont les choses se déroulent, qu'en plus d'être donc la candidate investie par le Parti démocrate, Kamala Harris endosse déjà presque le rôle de présidente des États-Unis. Virtuellement, elle n'est que vice-présidente, mais on la voit de plus en plus sur la photo. Et je parlais tout à l'heure, en fait, encore une fois, de cet échange de prisonniers historiques. Elle était là, sur la base d'Andrews. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais je pense que ça va être l'une de ses cartes. Alors après, il faut qu'elle en joue bien, mais plus Joe Biden va la laisser au premier plan, plus elle va apparaître comme étant capable d'être présidente, et pas seulement la vice-présidente de l'ombre qu'elle a été ces dernières années, enfin la vice-présidente plutôt discrète qu'elle a été. Et si elle joue bien de cette carte-là, et si en plus ça se traduit par un certain nombre de succès diplomatique notamment, bien évidemment, ça renforcera sa posture auprès des lecteurs qui aujourd'hui sont indécis ou qui peut-être s'interrogent ou qui étaient tentés de ne pas aller voter. Donc je crois que ça peut être un élément, à voir comment il le jouera. Et après, ce qui sera intéressant, mais ça ce sont les historiens qui le diront, ou lorsqu'on verra des reportages, des enquêtes plus fouillées, peut-être que le long délai que Joe Biden a mis à se retirer était fait pour permettre à Kamala Harris de se préparer. C'est-à-dire que moi, je n'exclus pas qu'il y ait une synchronisation entre les deux, parce que là, quand même, vous l'avez dit, la fusée a décollé, mais la fusée, il a fallu la fabriquer. Et on sent bien que ces dernières semaines, il y avait des gens autour d'elle qui y travaillaient, sans doute. Ils étaient prêts. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'elle était prête à ce rôle immédiatement. Alors, il y a sans doute un aspect personnel, charismatique, personnel, mais il y a probablement des équipes qui avaient travaillé les thèmes, la stratégie de campagne, et on voit que là, dès le jour 1, elle était prête à être candidate. Oui, vous l'avez dit, hein, Richard Verlier, c'est vrai qu'en réalité, il a pris du temps à renoncer depuis ce débat raté, Joe Biden. Joe Biden, il laisse la place, hein, comme vous le disiez. Il a même d'ailleurs tweeté, il y va vraiment maintenant de chaudes félicitations. On va découvrir ensemble ce qu'il a dit. L'une des meilleures décisions que j'ai prises, dit-il, Joe Biden, a été de choisir Kamala Harris comme vice-présidente. Maintenant qu'elle sera la candidate de notre parti, je ne pourrais pas être plus fier. Allons gagner ça. On a l'impression là véritablement que les jeux sont faits. Qu'est-ce que vous en pensez, Louis Duclos ? Il lui donne sa bénédiction. Quelque chose qui est important à voir, c'est le timing du retrait de Biden qui est arrivé une semaine après la tentative d'assassinat contre Trump. Après cette tentative d'assassinat, Trump était au max de sa popularité. Tout le monde lui apportait son soutien. Même les démocrates qui étaient obligés de lui dire on vous soutient dans cette attaque. Et là, Trump se retire, Kamala Harris arrive et elle apporte un vent de fraîcheur véritablement. En plus, on a vraiment l'impression qu'elle est dans son élément, quoi. Elle est tout le temps en train de sourire, tout le temps en train de rire. Elle est dans la pugnacité, elle est tout le temps au bon endroit au bon moment. Donc vraiment, le vent peut être en train de tourner, mais pour autant, c'est vraiment pas gagné. Ça va se jouer, ça va être très serré jusqu'au bout. Évoqué, on l'a effleuré sur ce plateau. Le candidat Trump, républicain, ancien président des États-Unis, annonce qu'il est prêt donc à l'affronter. On se l'est dit aussi. En débat, ce sera tout juste dans un mois. On va découvrir ce qu'il en dit de ce débat à venir. C'est sur son réseau social, Truth Social. C'est là qu'il s'exprime en priorité. J'ai convenu avec Fox News de débattre avec Kamala Harris le mercredi 4 septembre. Les règles seront similaires à celles de mon débat avec Sleepy Joe. Donc il en remet une couche sur Joe Biden qui pour autant a renoncé. Sleepy Joe qui a été traité de façon horrible par son parti. Ça nous donne une idée, Louis Duclos, des attaques qu'on va pouvoir imaginer du côté républicain.
On va voir, là maintenant on voit que bon, il remet une couche sur Joe Biden, mais il met en plus une couche sur le Parti démocrate qui aurait soi-disant manqué de respect à Joe Biden. Le débat va être un moment vraiment charnière dans cette campagne, parce que quand il y avait eu le débat Biden-Trump, c'est vraiment là qu'on s'était rendu compte de l'écart de niveau entre les deux, qu'on avait vu un Joe Biden très affaibli, très ralenti, et que c'est à ce moment-là que justement les démocrates ont eu le sentiment qu'ils étaient en train de couler avec un candidat qui avait passé l'âge. Donc je pense que c'est un moment qui va être vraiment très important dans ces élections, et on va voir, ça va être surtout le moment pour Kamala Harris de briller, et si elle en ressort gagnante, si elle arrive vraiment à décrédibiliser Trump et à se montrer meilleur que lui, c'est clairement quelque chose qui pourrait faire tourner les élections en sa faveur. Merci à vous, messieurs, de nous avoir éclairés sur ce que pourrait être, encore une fois, cette candidature et cette campagne qui s'annonce une campagne éclair.